Patrick Chalençon, ingénieur et business booster. Il a fondé et dirige depuis 13 ans Cape Growth, qui est une société de conseil spécialisée dans le développement des affaires et de l'efficience des entreprises. Il a fait auparavant une carrière multinationale chez Atlas Copco notamment, et puis chez Danaher, une multinationale américaine. Et il est pionnier en Suisse du Breakthrough Management, donc qu'est-ce que c'est une passion en dehors du boosting management. Non, pas humain. Non, une passion à vous. Non, mais franchement, plus humain. Là, je n'accepte pas. Je veux une passion, voilà, la crème double de la gruyère, par exemple. Et oui, mais le problème, c'est que c'est humain. C'est-à-dire que c'est faire la fête avec les copains. Ok, alors ça va. Ça, on se bien. J'aime faire la fête avec les copains, j'aime la famille, j'aime les amis, et j'aime travailler. J'ai pratiquement que des relations d'amitié avec mes clients. Il y en a deux ce soir, c'est une chancelier, Eric, avec qui j'ai coécrit ou collaboré avec l'écriture du livre, on va ça comme ça, et Michel Joa qui nous fait plaisir d'être là pour parler un peu de l'expérience qu'il y a eu au niveau des TR. Super, 8 à 10 minutes. Ok, alors, je suis hyper content d'être là. Et en même temps, je m'imagine un peu, vous savez, comme cette espèce de plaque noire qui monte dans ce film 2001 Odyssée de l'espace. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et Geneviève, je ne sais pas si tu te rappelles, Geneviève, tu es dans le coin. Novembre 2000, on est en plein démarrage du e-business. Pas vraiment. Ça avait démarré sur le plan planétaire. En Suisse, c'est hyper, en particulier au niveau des entreprises et au niveau de l'industrie. Au jour d'aujourd'hui, 13 ans après, c'est 4 milliards de dollars directs, 4 milliards de francs suisses directs qui sont créés en Suisse dans le domaine du business, probablement 7 à 8 fois cela au niveau des entreprises, avec une croissance d'encore 25% l'année dernière, 2000. Donc ce phénomène qui était balbutiant au début, maintenant il est avéré. Et je me rappelle, je sais pas si j'ai trouvé cette vieille photo, j'ai dû la scanner. L'intervention à l'époque, c'était industriel suisse, entreprise suisse, réveillez-vous. Et c'est marrant, c'est un truc 2001 qui me revient, c'est qu'on se retrouve en 2013, il n'y a pas le e-business maintenant, il y a The Shift. Est-ce que vous avez lu ce petit bouquin blanc qui s'appelle L'art de l'entraide? Si ce n'est pas le cas, c'est le bouquin qu'a écrit Geneviève et qui est juste remarquable par le fait qu'elle passe à travers tous les ingrédients maintenant qui font que l'entraide est au centre du système. Et elle parle de shift, qui est ce changement de paradigme que, alors on le vit évidemment dans les entreprises. Et quand vous voyez ce qui se passe par exemple dans les signaux qui sont plus des signaux faibles, comme dit Soji Shiba maintenant dans les signaux forts, par exemple dans l'industrie, ce qui est en train de se passer avec la fabrication additive et ces Fab Labs, on est en train de révolutionner complètement la chaîne de valeur. On n'aura plus besoin d'une usine à côté, on va pouvoir créer des objets, les créer ensemble, et puis les exploiter au fur et à mesure qu'ils sont. C'est une révolution qui est énorme. Cette transposition faite là, dans vos secteurs d'activité, ça touche tout le monde. Et ça, c'est un mouvement qui est énorme. Et croyez-moi, je ne reviens pas dans 10 ans pour le prochain phénomène, parce que celui-ci, il va se passer beaucoup plus rapidement. Alors, j'ai envie de vous dire, finalement, manager suisse, cette fois-ci, réveillez-vous. C'est plus à l'entreprise de le faire, c'est à vous. Et donc, je vais essayer de synthétiser quelques éléments qui sont dans ce livre. Ce monde a besoin d'équilibre. Et il a besoin d'équilibre fondamentalement entre l'aspect humain et l'aspect business, c'est-à-dire l'aspect opérationnel de l'entreprise. Ce que l'on appelait avec Eric la fusion managériale, c'est effectivement de coder vraiment dans le fonctionnement cet équilibre. Alors Eric en a largement parlé au niveau de la formation, c'est d'ailleurs le coder déjà dans le fonctionnement des managers.
mais aussi de le coder dans le système de l'entreprise, pour être sûr qu'on ne dévie pas et qu'au contraire on capitalise. Ça, c'est une des clés du livre, et de cela, évidemment, n'est pas passé. Il y avait 3 cercles concentriques et les couleurs passent pas. Et effectivement, rien qu'en alignant ces 2 phénomènes, et en traduisant dans le sens la durabilité, on traite aussi l'aspect durable sur le plan financier, mais aussi sur le plan environnemental. Oh, rassurez-vous, je ne vais pas passer à travers tous ces éléments-là, mais en fait, je vais utiliser un peu en toile de fond. Le premier élément, Eric en a parlé aussi, c'est que ce monde est en quête de sens. Et qu'il faut que l'on inscrive ce sens dans la vision même de nos entreprises, indépendamment de la mission. La mission du service électrique de Lausanne n'a pas changé. Par contre, la vision a changé. Et celle-ci fait sens. Et c'est important qu'il y ait ce sens-là parce que c'est lui qui est mobilisateur. C'est lui qui va activer tous les prenants parts. Les anglo-saxons appellent ça les stakeholders, hein, c'est aussi bien les acteurs internes de l'entreprise que les partenaires, que les clients, que les shareholders, que les propriétaires d'entreprise. Je travaille avec des grands groupes maintenant et la pièce est en train de tomber aussi dans la tête des acteurs des entreprises. La quête de sens, alors évidemment il y a Linda Gratton qui en parle très très bien, elle qui est si influente sur le marché anglo-saxon, et elle dit que finalement si l'humain est le cœur de l'asset de l'entreprise, alors faisons une stratégie dans laquelle l'humain puisse vivre. Posez-vous la question quand vous regardez les stratégies et les visions d'entreprise, le nombre d'entre elles où c'est inscrit dans le sens même, hein, pas nous passons l'être humain au centre de l'entreprise, mais qui ont créé une stratégie, une vision qui permettent d'être à l'intérieur. Alors, je suis en train de lire un bouquin, enfin je l'ai lu, qui est génial, et finalement j'aimerais vous lire un petit bout de ça. Alors, c'est un prêtre, c'est un prêtre qui est moine, prêtre et chef d'entreprise. Alors, c'est un cistercien qui est sur l'abbaye de Reims, et il a explosé le business de cette île. Quoi. Il a littéralement explosé le business de cette île, donc c'est vraiment un homme d'affaires. Et il écrit la chose suivante. La finalité d'une entreprise n'est pas celle de l'école, ni celle de la famille. L'entreprise n'est pas une annexe de l'église du coin. La finalité de l'entreprise est de procurer des biens et des services en dégageant des bénéfices. Ouf! Ok. On a la base. Cependant, elle est un lieu où une fraternité est possible. Dans l'entreprise, les personnes sont appelées à grandir, à s'épanouir, chacune à titre personnel et en même temps toutes ensemble. La première responsabilité d'un chef d'entreprise est bien celle-là. Celle où il prend soin des personnes qui lui sont confiées pour les amener à se dépasser, à grandir, à s'épanouir, tout en les amenant à servir l'entreprise dans le poste pour lequel ces personnes sont embauchées. Vous traduisez ce qu'a dit Eric, c'est-à-dire sur cette cohérence qu'on doit avoir non seulement dans les compétences managériales, donc les compétences techniques et comportementales, mais que l'on doit aussi coder de manière systémique dans l'entreprise, au travers des outils de procédure, de mode de faire, de façon à ce qu'il y ait une rigidité. C'est finalement le prérequis pour qu'on puisse faire une vraie collaboration mobilisatrice. C'est ce qui a fait que, au transport public lausannois, on s'est retrouvé avec des centaines de conducteurs dans une salle à s'aider les uns les autres à passer sur une toute nouvelle technologie alors qu'ils avaient leur classeur, etc. Je pense que vous allez en parler après. C'est ce qui fait que quand certains électriciens en Suisse ont créé une plateforme collaborative Spotis, j'ai eu la chance de les aider dans ce domaine-là, il y a des dizaines de collaborateurs qui sont mis à fonctionner au sein de leur entreprise pour donner quasiment bénévolement du temps, des fois travailler tard le soir, des entreprises qui appartiennent à l'État, pour créer une plateforme collaborative qui fait 100 plans de chiffre d'affaires. Donc elles ont créé de la valeur, finalement indépendamment de leur relation contractuelle avec leur entreprise, simplement parce que ça faisait sens. On leur disait qu'on va partager le meilleur d'entre nous, les meilleures pratiques pour améliorer l'efficience. Et quand Eric a posé le SEL, le service d'électricité de Lausanne, SEL, il a transposé ça en servir efficacement Lausanne. Et finalement, les collaborateurs ont dit, mais ça fait sens, sinon c'est notre mission, on veut être efficace, et donc il a pu les fédérer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Alors, je ne veux pas être trop technique, mais et ça marche.
et ça marche. C'est-à-dire que ça crée du business, ça crée de l'efficience. Et ici, effectivement, c'est 20% dont moi, mes calculs sont un peu plus que 20%, consultant. Ils sont issus de tout un tas de choses. Hein, on voit la progression entre 2006 et 2011. La chance qu'on a eue, et c'est sympa d'avoir, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi écrire un livre, c'est qu'on a eu le recul nécessaire de mettre en place toutes ces pratiques et puis de voir ce qui s'est passé. Souvent, on n'a pas cette allonge, et c'est vrai que ça, c'est quand même un phénomène temporel qui prend du temps. Eric parlait de 4 ans, on le voit ici sur cette figure. Voilà. Merci beaucoup. Si vous devez faire le portrait robot d'une manager durable, vous me donnez 6 mots-clés ou 8 mots-clés, c'est lesquels? J'en prendrai 3 finalement. Un, on en a parlé, c'est cet équilibre entre les compétences techniques et les compétences comportementales. Vous êtes expert dans un domaine, attention, vous êtes peut-être grave. Si vous êtes expert dans un domaine, si vous voulez être équilibré, vous avez intérêt à être un sacré expert sur le plan comportemental. Et pourquoi il faut le faire? Parce qu'effectivement, comme vous êtes un expert, vous êtes appelé à rayonner, et donc il vous faut des compétences comportementales adaptées pour pouvoir effectivement rayonner. Et le troisième mot que j'utiliserai, c'est... J'ai loupé le deuxième. C'est l'équilibre entre la partie technique les soft skills. Et les soft et hard skills, mais vraiment poussés d'un point de vue systémique. Donc c'est ces deux thèmes, les compétences comportementales et les compétences techniques. Et le troisième, c'est l'allonge, la relation au temps. L'allonge, la relation au temps. C'est-à-dire consacrer, lorsqu'on est manager, au moins 20% de son temps à réfléchir sur un horizon de planification qui est au-delà de l'année. Alors c'était facile chez Eric parce que finalement, quand on met un câble électrique, il va durer 40 ans. Donc cette notion d'allonge, elle est intrinsèque à la mission. Et par contre, dans les entreprises qui ont des cycles de vie de produits suffisamment plus courts, il faut penser à cette allonge. Et cette allonge, elle se pense en consacrant du temps, 20%, au-delà de l'horizon d'un an, quelle que soit la nature de la pensée, et aussi à faire le pendant sur le plan financier. Les anglo-saxons appellent ça le net present value, en français on appelle ça la valeur actualisée nette. C'est-à-dire, c'est un petit exercice mathématique tout bête, vous allez sur internet pour regarder ce truc-là, c'est génial. C'est quand vous avez un investissement et puis des gains qui vont venir sur X années, vous ramenez synthétiquement tout ça à aujourd'hui. Comme si aujourd'hui on fermait cette entreprise à terme. Et vous obtenez finalement l'ensemble des gains et l'ensemble des coûts, évidemment, alors en marche arrière, et vous obtenez votre résultat. C'est-à-dire, travailler toujours avec de l'allonge. D'accord. Question, est-ce que je peux proposer question à vous et à M. Laval. J'ai bien compris, hein, il faut évaluer les compétences que vous avez dans l'entreprise, valoriser celles qui sont là, découvrir ses richesses, mais est-ce que c'est l'organisation qui prime, c'est-à-dire vous vous dites où est-ce qu'on va dans les 5 ans, où est-ce que cette organisation veut être, et par rapport à cette réflexion-là, je décline et je trouve des compétences qu'il faut pour y arriver, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est le bilan que vous allez faire des compétences qui vous avez déjà sous la main qui vont décider d'où va aller l'organisation. Alors clairement pas la deuxième. C'est la première. Ouais. On est bien d'accord. Je peux vous dire une des révolutions, en tout cas que j'ai initiées dans une administration, c'est 1, le mot stratégie. 2, mission, vision, objectif. Mon Dieu. Donc on commence par là, et si vous commencez par là, vous ne pouvez pas donner un sens. Voilà. Et si vous vous rendez compte qu'après, par rapport à où vous voulez être dans 5 ans, vous pouvez aussi répondre, hein, il vous manque des compétences, ça ne va pas le faire. Donc voilà, vous allez restructurer, vous allez recruter des nouvelles personnes, c'est bien ça. Je ne suis pas sûr, j'ai bien compris la question. Parce que moi j'ai compris que le manager durable, c'est voir quelles sont les richesses, quelles sont les compétences et les talents cachés qui existent déjà sous nos mains, les faire éclore, et c'est ça qui va nous amener dans le futur. Alors ça, c'est la conséquence, mais j'ai envie de dire, une réflexion de, on va appeler ça de gouvernance durable. D'accord. C'est d'inscrire l'entreprise dans quelque chose qui aujourd'hui est à 95% uniquement axé sur l'efficience, de le combiner avec
un équilibre entre l'humain au travail et son aptitude à apprécier son quotidien, et le fait aussi que son activité qui est industrielle, il le fasse avec une limitation d'impact sur l'environnement. Ok. C'est ok. Et ce que vous avez dit après en découle. Des questions pour Patrick Florence? Je voudrais juste... Oui, pardon. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Donc, Steve Jobs est mort. Oui. Ok, ça c'est la mauvaise. Ou c'est la bonne? C'est quoi? Dites-nous, ça c'est la Tout bonne ça pour nouvelle. dire que des Steve Jobs, c'est-à-dire des visionnaires, qui tout seul dans son coin va visualiser l'entreprise, forget it. C'est un épiphénomène qui statistiquement, on ne le voit même pas derrière, je ne sais pas comment dire derrière. Eric n'a pas créé une vision. Il a créé un pool, il a créé une onde, et ce sont les employés de l'entreprise qui ont travaillé sur la vision chacun de la vision. Ça c'est important, la collaboration, elle commence déjà pour le manager à créer les conditions cadres pour que l'innovation et la vision soient faites par les employés. Super. Des questions? Enfin, des questions. Une ou deux questions. Super. Toutes les questions s'intéressent. Oui, monsieur, au fond, juste deux. Un micro. Si vous pouvez vous lever et vous présenter, merci. Parlez fort. Guy Reguer, de l'NPFL. Cette chercheur. Oui, c'est bien. Waouh. Ouais. Il me semble que c'est pour les deux en fait. Il me semble que le management par objectif, qui a été mentionné plusieurs fois, est plutôt source de démotivation dans les entreprises. Et j'aimerais savoir comment vous le combinez avec cette motivation dont vous avez parlé. Très bonne question. Merci beaucoup. Merci. Alors moi j'ai fait une réponse de manager et puis lui a fait une réponse de consultant. C'est vrai qu'à la radio, dans les médias, on a exactement ce que vous dites. C'est-à-dire quand j'entends un commentateur ou même un homme politique qui n'est pas d'accord avec une orientation qui a été prise, on dit ouais alors cette théorie justement avec des indicateurs, tout ça, ça oblige les collaborateurs. Bon. Vous avez raison, ça se dit, mais si on le prend de manière positive, ça veut dire quoi de manière positive? Ça veut dire que vous dites aux collaborateurs, ben voilà, vous devez aller de là à là, et puis moi j'aimerais savoir comment vous faites pour y arriver, et j'aimerais juste contrôler, parce que je suis manager, comment vous allez y arriver. Et là, vous les dites, ben, il y a un outil, il y a des indicateurs. Montez-moi les indicateurs. C'est ce qu'on a fait. On a monté, c'est les collaborateurs, les cadres qui ont monté leurs indicateurs. C'est pas moi. Moi, j'aurais simplement dit, d'accord, on va dans cette direction-là. Pour aller dans cette direction-là, moi j'ai besoin de rendre des comptes plus hauts. Donc, dites-moi comment vous allez y arriver. Donc, vous avez des indicateurs. Venez avec ces indicateurs. Et maintenant, je passe la parole au consultant qui, lui, les a mis en musique. Allô? Ça marche? La pince est tôt. La pince est tôt. Hein. Ce que vient de dire Eric, c'est la partie basse de la pince est tôt. Le sens, hein, vous vous rappelez tout à l'heure. Quand on définit une vision c'est je suis quelque chose dans 3-5 ans, 10 ans, c'est un peu long. Ok, je suis là aujourd'hui, et les collaborateurs ont défini ce qu'ils veulent être dans 5 ans. Dans la branche, etc., comme ils sont organisés. Voilà. Ensuite, en regardant ce que je suis aujourd'hui, ce que je veux être dans 5 ans, le delta entre les deux. Ce delta, on se fixe des objectifs pour parvenir à cet écart. Ces objectifs, il suffit de les déployer, de les dérouler à l'intérieur de l'entreprise. Et ils feront forcément sens, ces objectifs-là, puisque ce sont des objectifs qui ont in fine été développés par les collaborateurs, puisque c'est pour aller sur leur vision. En fait, ça, c'est la mécanique du pinceau. Alors, oui, la co-construction, ça j'ai bien compris sa partie, j'ai pas compris l'avant. Donc, lui dit, il faut que le collaborateur participe à la création de ces indicateurs. Participe, parce que vous donnez aussi une impulsion. Alors, par rapport au sens, oui. Alors, en fait, sans partir dans la théorie des tableaux de bord prospectifs et balance scorecard et tous ces trucs-là, on peut synthétiser sur 3 races d'indicateurs, 3 races d'objectifs finalement.
On a des objectifs opérationnels, ils sont liés à la mission. Le courant doit passer tous les jours, les électrons, les machins, etc. Ça marche. Oui, mais il y a quand même toute l'organisation qui travaille pratiquement 100% du temps à faire ça. Donc ça donne une race d'indicateurs. La deuxième race d'indicateurs, c'est les indicateurs d'amélioration. Parce que toute chose restant égale par ailleurs, les autres électriciens en Suisse, ils sont en train de faire du smart grid, ils sont en train de mettre des iPads un peu partout, il y a des autoproducteurs qui viennent. Si eux ne progressent pas, petit à petit, en relatif, ça va descendre. Deuxième race d'indicateurs, qui sont effectivement les indicateurs d'amélioration. Et la troisième race, c'est celle que j'ai essayé d'exprimer, c'est-à-dire les indicateurs stratégiques qui vont me permettre de devenir ce que j'ai décidé que j'allais devenir. Eric a parlé essentiellement de la partie centrale et de la partie basse, et je viens d'exprimer la partie haute. Super, merci beaucoup.